Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insight. Aujourd'hui, à mes côtés, je reçois Sébastien Brocandel qui est directeur associé en charge de la création pour l'agence Décuple. Salut Sébastien, comment tu vas ? Bonjour Valentin, très bien, merci. Je suis ravi de t'avoir avec nous, c'est la première fois que tu es au micro de J'ai un pote dans la com. On va prendre le temps de cet épisode, donc 30 minutes ensemble avec une problématique qui est la suivante. On va parler de la personnalisation, tu vas nous donner un peu ton avis sur le sujet, on va essayer de comprendre ensemble les opportunités de la personnalisation, les limites, les formes de publicité aujourd'hui et toi, le métier aujourd'hui que tu pratiques en agence, comment il vient influencer tes recommandations et comment ça vient plus largement influencer tes clients dont tu m'as parlé un petit peu en off. Pour débuter cet épisode, est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'agence, nous expliquer un peu les différentes propositions de valeur que vous avez sur le marché, la manière dont vous accompagnez les clients ? Oui, donc je suis directeur associé de l'agence Décuple. C'est une agence qui est à la fois créative et tech, et particulièrement avancée sur l'usage de la data. Je suis directeur de création, donc ce qui signifie que je suis à la croisée des problématiques de branding, de préférence de marque, donc ce qui est vraiment assez caractéristique des agences créatives. Mais aussi, on a fusionné avec des experts de la data et on adresse les enjeux de conversion, fidélisation. Donc c'est une agence vraiment hybride. Historiquement, on avait tendance à avoir des agences créatives d'un côté et les experts du data marketing de l'autre. Et ça peut paraître antinomique, mais aujourd'hui, on pense que c'est ce qui fait notre force. On l'a dit dans l'introduction, la personnalisation, c'est des sujets qui te parlent. Est-ce que tu peux me donner un peu ton avis sur l'évolution de la personnalisation des messages publicitaires au fil des années ? Est-ce que tu peux me donner un peu le début, l'apparition de tout ça et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est plus largement ? Alors, je sais pas s'il va pouvoir faire l'histoire de la personnalisation, mais en ce qui me concerne, je me souviens que, il y a 15 ans, quand on parlait de personnalisation, grosso modo, on envoyait un email, c'était écrit « Bonjour monsieur » ou « Madame Untel » et ça se limitait à ça. J'ai vraiment vécu une bascule avec l'essor du social media, en particulier aussi les outils d'analyse méta, qui ont permis déjà de faire prendre de conscience de toutes les audiences et de la possibilité de les adresser, d'aller jusqu'à des micro-audiences. En 2015, je dirigeais l'agence de création qui était en lead de la communication internationale de la marque Chandon. Et avec ceci, pour moi, d'intéressant, de pertinent à ce moment-là, en termes d'apprentissage sur la segmentation, c'est que à l'international, de fait, il a fallu qu'on commence à segmenter en fonction des marchés et au sein d'un même marché de différentes audiences. Donc moi, ça a été mes premières aventures pour envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment, donc, qui est un peu un adage qui était à la mode il y a 10 ans, sauf qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup de marques qui sont encore sur ce truisme qui tourne un peu à vide. Aujourd'hui, avec l'expertise que vous avez en interne sur la consumer intelligence et le data marketing, comment vous travaillez ces sujets pour vos clients ? Dans quelle mesure ces solutions technologiques viennent vous aider, vous, à proposer des messages un peu personnalisés, à travailler vos idées ? Comment vous tirez parti de ces solutions technologiques pour aujourd'hui, vous, faire des bonnes campagnes, avoir des bonnes créations ? Toi, t'es côté vraiment directeur de la création, donc il y a le côté vraiment idéation, conceptualisation, qui vient potentiellement se reposer sur les sujets un peu data et insight. Comment tu viens merger les deux ? Alors, en effet, c'est l'idéation, le fait de s'inspirer sur la recherche d'insight, l'exploitation de l'insight pour produire en création, mais aussi en fait pour aller jusqu'à la mesure. Parce qu'aujourd'hui, quand on est créatif, on peut pas vraiment faire l'économie de l'efficacité de la performance de ce qu'on produit. Ce qui était un peu... Alors, j'avoue qu'il y a quelques années, on dormait très bien sans se poser ces questions. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est génial pour optimiser, pour prédire, pour automatiser, mais on peut pas lui donner les clés du camion sans mettre un humain au volant. Donc, sur la partie amont, sur la partie consumer intelligence, on a les outils de social listening, de data comportementale qui nous permettent de faire émerger des insights qu'on aurait peut-être difficilement vus autrement. Et ça va vraiment nous renseigner, nous alimenter pour arriver à travailler, à faire les fameux sauts créatifs qu'on attend de nous. J'ai un exemple. À l'agence, on a travaillé avec l'IA pour la marque Yop.
on a identifié qu'il y avait beaucoup de battles de parfums, des battles spontanés en fait de consommateurs, et c'était du type fraise contre vanille, qualitative, des choses comme ça. Ça se développait spontanément, donc forcément ça c'est un insight sur lequel on va pouvoir s'appuyer créativement, et on en a parlé à la marque, et in fine, la marque a monté une opération sur Minecraft sur ce principe d'opposition de team. Donc sans les algorithmes, je pense qu'on serait passé à côté. On aurait aussi pu faire quelque chose de très intéressant sans ces fameux insights issus des algorithmes. Mais là, en l'occurrence, en partant de ces insights qui sont puissants, on met quand même toutes les chances de notre côté pour orienter le travail créatif vers quelque chose d'efficace, donc de performant pour la marque. Donc là, on est en amont, on est vraiment très en amont avec l'insight. Donc, comment on peut personnaliser et en quoi cette solution techno vient vous aider à améliorer l'expérience de marque. On voit un petit peu ce travail en amont. Et tu nous as parlé aussi de la mesure. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui part de plus en plus. Ça conditionne les collaborations, c'est les performances avec des KPI précis. Comment vous venez accompagner vos clients? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur proposez comme solution de mesure? Au-delà du travail d'analyse, d'ethnographie numérique, de data management pour choper de l'insight et de l'info comportementale, ça va accompagner l'idéation. Et une fois que la campagne est lancée, comment vous accompagnez la mesure de la performance? Tu le disais juste avant, c'était quand même votre cheval de bataille aussi. Alors, on va avoir, ça va dépendre vraiment des problématiques. Il y en a une, notamment sur la génération de trafic en magasin. On a une solution in-house qui s'appelle Ocube et on travaille avec l'enseigne But et on arrive à mesurer avec, il y a un tracker qui est mis en magasin, savoir est-ce que les campagnes de SMS ou d'emailing qui ont touché tel consommateur sont celles qui génèrent de la visite et de l'achat. Donc aujourd'hui, technologiquement, on peut vraiment aller de bout en bout de l'émission d'un message sur différents canaux, la visite en magasin jusqu'à l'achat. Donc, c'est un progrès technologique. Après, il y a aussi d'autres moyens de mesurer et aussi d'autres manières d'utiliser l'IA. Je pense notamment à un travail qu'on fait avec le Marathon des Sables, qui est un organisme qui organise des courses. Ils avaient tendance à communiquer principalement pour recruter des participants sur la performance, la dimension vraiment sportive. Et avec notre travail sur l'IA en amont, en Consumer Intelligence, on a identifié des nouveaux personas. Donc, des nouveaux profils à adresser avec des contenus spécifiques. Alors, en l'occurrence, c'est le méditatif. On s'est rendu compte que l'effet du désert, ça a attiré. Qu'il y a aussi un profil qui était pas adressé, c'était le dandy. Les gens qui courent, mais qui aiment aussi courir avec style. Une fois qu'on a créé des contenus vraiment hyper affinitaires pour ces cibles, derrière, on a mesuré, alors c'est hyper tangible, c'est qu'il y a eu une progression de plus 50% d'inscriptions dans les 6 mois de mise en place de ces nouveaux profils et de cette création de contenu, et aussi une baisse des CPC, CPM, qui sont les coûts médias, finalement, pour toucher ces personnes. Là, on a identifié ensemble avec tes éléments les opportunités, les résultats positifs, les éléments concrets pour accompagner le client et lui prouver qu'on a des solutions qui fonctionnent. Peut-être côté risque, à quoi on s'expose lorsqu'on travaille une personnalisation peut-être trop précise, ultra personnalisation? Est-ce que ça vient créer parfois auprès des consommateurs une distance, ou à l'inverse, c'est ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce que le consommateur cherche aujourd'hui? On se parlait un petit peu en off du côté le métro où tu as des affiches pour le média un peu tradit où tout le monde est touché, versus l'ultra personnalisation. Quelle est la limite de ça? On se disait de pas aller dans Black Mirror, etc., tout en gardant ce message affinitaire qui arrive au bon moment, au bon endroit. Donc finalement, si on a ce combo-là, c'est pas intrusif. Donc c'est quoi la limite? Qu'est-ce que les consommateurs aujourd'hui cherchent? Donc, en effet, le danger, c'est l'effet Black Mirror. Il y a un risque d'être assujetti par l'IA prédictive, c'est-à-dire à être enfermé dans ce que les algorithmes veulent bien nous recommander, tout en nous enfermant dans une sorte de zone de confort qui confère à de l'entre-soi, à alimenter des stéréotypes, et ça réduit aussi la diversité. Sauf que les consommateurs sont quand même, pas un paradoxe près, sont un peu schizophrènes. C'est-à-dire qu'ils sont très favorables, et on le voit dans la performance des campagnes, qu'ils interagissent plus, ils sont plus engagés quand les contenus sont personnalisés. Mais s'ils sont trop personnalisés ou s'il y a trop de pression, si on comprend pas comment ça nous arrive, Instagram ou ailleurs, on a l'impression d'être surveillé. Donc, est-ce qu'on peut parler de dictature de la personnalisation? En tout cas,
Est-ce que les consommateurs veulent vraiment des messages sur mesure? Selon moi, la réponse est oui, parce qu'on constate vraiment que les messages les plus personnalisés, c'est les plus engageants, ils font réagir, c'est utile, c'est ceux qui sont les plus tolérés. Mais à condition vraiment de respecter des règles et alors, déjà des règles éthiques, des règles RGPD, et puis aussi des règles de bon sens. J'ai envie de dire, moi, quand je suis au restaurant, si je suis en plein dans une conversation, j'ai pas forcément envie d'être interrompu. Ou alors, si jamais j'ai un ami qui me, qui me harcèle en me posant 10 fois la même question, m'adressant 10 fois le même sujet, bah, ça va devenir irritant. C'est un peu de bon sens quand même. Donc, faut aussi, je pense, que les acteurs du marketing aient une approche subtile, assez équilibrée. Moi, la semaine dernière, j'étais à la montagne. Je m'intéressais en l'occurrence à une marque, je une marque des skis, ce que j'ai pas fait, mais j'en parle à mon entourage, je rentre dans un magasin, etc. Bon, je passe à autre chose. 1 ou 2 jours après, je suis inondé de stories de la fameuse marque sur Instagram. Donc d'un côté, bah, je trouve ça cool. Je me dis, c'est quand même mieux de recevoir cette publicité sur les skis qui potentiellement m'intéresse plutôt que, je sais pas, des maillots de bain en hiver. D'un autre côté, ça m'a quand même intrigué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui a généré ce ciblage? Est-ce que c'est ma géolocalisation, parce que je suis en zone de montagne? Est-ce que c'est le voice, le fameux, est-ce qu'on écoute mes conversations? Ce qui est quand même un peu le pire effet Big Brother, celui peut-être qui inquiète le plus. Et quand on ne sait pas, bah, on a tendance à se méfier. Je pense que c'est très naturel. Donc j'ai l'impression que un des risques majeurs, c'est que la personnalisation, si elle est trop intrusive, qu'il y a trop de pression et qu'on ne la comprend pas bien, cette outrance-là, elle fait peur. Et aussi, il y a concrètement des effets, c'est que, moi je le vois en tant que consommateur, c'est que j'ai l'impression d'être de plus en plus enfermé dans une bulle. C'est-à-dire je ne vois que ce que les algorithmes jugent pertinent pour moi. C'est le fameux vous aimez ceci, Ouais. vous aimerez cela. Mais ça m'entretient vraiment dans une sorte de dictature douce qui a tendance à orienter mes décisions, aussi qui limite la surprise, l'effet de surprise, parce que oui, bah peut-être que j'aime le ski, mais qu'est-ce qui dit que j'aime pas le banjo ou toute autre chose? Donc je vois bien que là, depuis une semaine, je suis rentré, j'ai énormément de contenus qui me sont adressés, qui sont relatifs au sport. Bon, bah là, en l'occurrence, je suis passé à autre chose. Donc, est-ce que l'IA prédictive peut aussi intégrer des éléments qui sont hors de ma zone de confort ou hors du moment de pression que les acteurs du marketing veulent m'adresser aujourd'hui? Ça, c'est important. Bon, bah, t'as soulevé la question de est-ce qu'on nous écoute ou pas. Ça, je pense que ça peut faire l'objet aussi d'un autre épisode, mais je suis en train de regarder en même temps que tu m'en parles. Il y en a qui sont très, très catégoriques et qui nous disent c'est strictement impossible. Et d'autres qui disent c'est techniquement possible, mais dans les cas d'usage, c'est pas possible. Donc, on va parier sur le ciblage et sur le fait que tu été à la montagne. Sur les sujets RGPD, question peut-être naïve, mais dans la mesure où vous vous alimentez beaucoup de la donnée consommateur, quelle est la limite de ça? Comment on vient récolter cette donnée? Qu'est-ce que ces régulations RGPD signifient pour vous? Comment on les a en tête? Comment on travaille avec? Alors, le RGPD, ça peut être un cauchemar pour certains. C'est aussi, je pense, une bénédiction, une aubaine, parce que c'est une mise en conformité. Ça amène certes des contraintes, mais c'est quand même un cadre. C'est surtout un cadre pour faire du marketing propre. Et on a tous intérêt, en fait, à ce que ça fonctionne comme ça, ne serait-ce que pour fidéliser des clients, des marques. Alors, en l'occurrence, nous, on applique la réglementation en vigueur. On a une DPO, une déléguée à la protection des données. Donc ça, c'est indispensable quand on est une agence qui travaille sur ces problématiques. Elle valide l'ensemble des opérations. Et c'est vraiment la condition sine qua non pour travailler, fidéliser nos clients. Notamment, nous, on travaille avec des clients comme AXA, BNP. C'est des secteurs très précautionneux sur ces questions. C'est intéressant et je trouve que tu as particulièrement bien répondu en me disant on fait du marketing plus propre, plus éthique. C'est intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent de se dire que les enjeux RGPD, cette régulation, elle est là pour poser le cadre pour nous, professionnels de la communication, pour le faire de manière plus éthique, plus respectueuse et plus cadrée aussi. Parce que le consommateur, tu l'as dit, il veut quelque chose de qualitatif et il sait très bien que, et surtout l'annonceur, il sait très bien aussi, aujourd'hui on le connaît, on le sait, on le comprend, que un annonceur qui va avoir sur ses 7 touchpoints, il va en avoir 5 ratés, 5 intrusifs, 5 mal fichus. On va pas arriver au 6e et au 7e avec l'objectif fixé parce que trop intrusif, comme tu disais juste avant. Question un peu liée à toi, ta casquette plutôt direction de la création. Comment on vient équilibrer ce côté-là sur les idées, la créativité, la capacité à imaginer des formats et à idéiser, et le côté un peu data
qui vient driver tout ça. Est-ce qu'on n'a pas, peut-être aux yeux des clients, parfois ce côté un peu trop data-centré? Et comment, à l'inverse, tu viens leur expliquer que c'est une solution, c'est un élément business? Parce que tu le sais, aujourd'hui, il y a des annonceurs qui sont à la recherche de solutions très tech, et parfois d'autres qui sont dans une recherche aussi de plus d'humain, plus d'idées pures, on va dire. Donc, comment vous arrivez à allier les deux et à satisfaire ceux qui vous challenge un peu sur votre position qui est très globale, hein, parce qu'au final, vos différentes expertises viennent nourrir les unes et les autres. Donc, tu me le disais un peu avant, l'accompagnement B2B, il peut être fait chez vous, l'accompagnement B2C aussi. C'est ça que j'aimerais bien savoir, c'est comment vous répondez à vos prospects, à vos clients, avec cette double approche. Parce qu'il y a des agences qui n'ont pas du tout ces sujets data chez eux, hein. Et à l'inverse, il y a des agences qui sont full data-centriques et qui ont une capacité créative qui est proche de zéro. Comment vous arrivez avec vos deux fers de lance, entre guillemets? Moi, la data et l'intelligence artificielle, donc elle intervient en amont avec une meilleure connaissance possible des consommateurs, les insights, pendant le travail créatif, parce qu'on va utiliser les outils, mais alors librement, c'est-à-dire que moi, à l'agence, personne m'oblige à utiliser de la génération d'images ou de la génération de texte, mais quand c'est pertinent, là en l'occurrence, on a travaillé avec pour une campagne Bouygues Immobilier avec un chat, un chien qui essaye de s'extirper de l'entrebâillement d'une porte. Franchement, je suis bien content de m'être économisé un shooting avec un chat et un chien coincés entre une porte. Et en l'occurrence, ça me paraissait pertinent par rapport au message à adresser. Donc là, l'usage de l'IA m'a paru pertinent. Ça, c'est le pendant créatif. Et puis après, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a l'aval, ce qui va nous permettre d'aller jusque la mesure. L'équilibre entre performance, créativité, c'est assez simple. C'est si ton message est ultra créatif, mais s'il est mal ciblé, tu gaspilles de l'argent. Si ton ciblage est ultra précis, mais que ton message est insipide, qui ressort pas, qui n'a pas d'émotion, qui est plat, tu vas gaspiller une opportunité. Donc, le bon marketing, ça va être évidemment la fusion des deux ou l'équilibre des deux. Moi, j'ai une autre question qui suit par rapport à ça. Est-ce que le pragmatisme ne vient pas impacter l'émotionnel? Parce que, est-ce qu'il y a un risque est-ce qu'il y a un risque dans tout ça de se dire, plus on est data-drivé, plus on est pragmatique, plus on est bon, et parfois peut-être qu'on peut oublier l'émotionnel, ou à l'inverse, ça vient servir l'émotionnel, parce que j'ai l'impression que c'est deux termes quand même qui, non pas s'opposent, mais qui parfois peut être mis un peu l'un en face de l'autre, de se dire, là j'ai quelque chose qui est sûr, ultra insighté, très quali, le boulot de planning il a été très bien fait, la créa c'est sûr qu'elle va marcher. Et parfois peut-être que la créa n'est pas au niveau de ce qu'on a mis, ou à l'inverse, on a un insight qui est peut-être mis de côté parce que peut-être trop péchu, trop niché, pas assez validé par la data, qui au final va faire une campagne absolument dingue. Est-ce que chez vous, on oppose ces deux termes ou on les fait se marier? Pragmatisme et émotionnel. Pragmatisme, quand ça nous permet en effet d'identifier des profils que le client n'avait pas vus. Enfin, finalement, on arrive à dénicher des opportunités, avoir des leviers créatifs qui me paraissent vraiment positif pour la marque, positif pour le consommateur et le rayonnement de l'agence et ce qu'on peut en faire. Donc ça, c'est très bien. Après, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la responsabilité des messages et la lutte contre les stéréotypes. Et peut-être cette approche parfois pragmatique, où on a l'impression que c'est sûr, ça va être super. Là, notamment, je pense au cas de TUI, le voyagiste TUI en Belgique, a créé une ambassadrice virtuelle. Et ils se sont dit, pour qu'elle représente ce que les consommateurs ont envie de voir dans leur feed, on va demander à un panel de 2000 personnes de choisir la fameuse ambassadrice. Bon, je vous le donne en mille. La fameuse ambassadrice, elle est blonde, elle est super séduisante et elle correspond en tout point aux canons de beauté occidentaux. Mais c'est là qu'il y a une limite et je pense que c'est là qu'il y a le rôle à jouer d'un directeur de création, d'une agence conseil, d'arriver à pondérer ce que les algorithmes, l'intelligence artificielle ou une forme de pragmatisme va nous amener par des questions de bon sens, par une sensibilisation au souci de représenter la société avec toute la diversité qu'elle a et la variété. C'est quand même paradoxal, c'est même assez antinomique de se dire que cette figure ultra stéréotypée, elle pourrait incarner l'esprit du voyage qui est, à mon avis, tout l'inverse, c'est-à-dire l'envie de découvrir l'altérité, une forme d'authenticité. Donc, à la fois, je veux vraiment pas blâmer l'annonceur parce que c'est parce que on fait des tentatives, on fait ces tests, ces expérimentations et on apprend vraiment en marchant. Mais néanmoins, parfois, on se prend un peu les pieds dans le tapis. Il faut réajuster. Donc,
c'est l'approche pragmatique, c'est clairement un levier de développement, de pertinence, mais l'intelligence humaine, elle est là pour pondérer. Et dans quelle mesure, c'est intéressant, dans quelle mesure on vient de travailler ça, parce que l'IA, par définition, elle n'est pas basée que sur les clichés, elle fait quelque chose qui, à ses yeux, entre guillemets, considère comme étant une majorité. Donc comment on vient faire ce travail de là, de dire, ok, on va prendre des Finlandais, bon, bah, t'as quand même une bonne chance, t'as 9 chances sur 10 qu'un Finlandais, il soit blond. Donc comment tu fais ce boulot de dire, en fait, on a à la fois une réalité, et on a à la fois une vision sur la société à apporter, et il faut qu'on ait ce côté pragmatique, comme tu dis, d'amener les deux, parce que d'un côté, c'est du bon sens, et de l'autre côté, comme tu dis, c'est un cliché, c'est pas possible de sortir une campagne comme ça, parce que tu dis, c'est pas du tout le visage de la personne qui voyage. Donc, comment on est dans le oui, c'est une réalité, et à l'inverse, non, c'est juste un cliché, et tu vois ce que je veux dire ou pas? Complètement, mais là aujourd'hui, j'ai pas de solution à part la solution humaine, Ouais. qui est la vigilance des collaborateurs. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a des formations nous en interne sur ces problématiques, parce que là aujourd'hui, si les outils, si les algorithmes déterminent que l'IA prédictive, on va être sur les 80% de Finlandais qui sont blonds, donc c'est comme ça qu'on va les représenter dans la publicité, par exemple. Faut quand même tenir compte des 20% restants. Donc, si les 20% sont pas blonds, soit faut modifier la manière de fournir les résultats par l'IA, ou alors, il faut avoir cette sensibilité. Il y a un travail quand même d'humain qui est là, et qui est celui de l'agence, au final. Dieu merci. Oui. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que là, on a quand même déjà fait pas mal de podcasts autour de l'IA au global, et on se rend compte de la force absolument dingue et la puissance des outils. Et à chaque fois qu'on en discute, on revient à chaque fois sur cet état d'esprit de dire c'est un outil, c'est un tools. L'humain, quoi qu'il arrive, il va devoir rester en place et de manière très solide pour cadrer, accompagner, nourrir cette IA. Donc je trouve ça intéressant que nous-mêmes, tous les deux, là, on termine sur ça, sur le côté énorme solution, énorme outil, potentiel de dingue, mais rôle des agences quand même prépondérant, rôle d'accompagnement et de conseil qui reste là, parce que tu sais très bien toutes les discussions qu'on peut avoir sur c'est quoi notre job à terme, comment on évolue avec. Parfois, certains nous disent comment on disparaît pas aussi. On a déjà eu ce genre de discussion. Je pense qu'on y a déjà répondu, en vrai, sur le rôle de l'humain et de l'IA, mais si on veut aller un tout petit peu plus loin sur la thématique de cet épisode-là, est-ce que cette personnalisation, aujourd'hui, elle a sa place plus qu'un autre levier? Tu nous parlais de la publicité traditionnelle. Est-ce que cette pub tradie, elle a toujours un avantage concurrentiel? Elle a toujours cette capacité à attirer l'attention des gens, ou pas, ou un peu moins, ou elle est quand même là. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant de pouvoir mapper un annonceur qui nous écoute aujourd'hui et qui veut travailler avec vous au global, faire un déploiement 360. Qu'est-ce qu'il doit comprendre de notre discussion? Est-ce que la pub tradie, affichage métro, on doit mettre autant que ce qu'on met aujourd'hui, ou à l'inverse, il y a un sujet de réflexion, de mix média, pour pouvoir mesurer, traquer plus précisément, tu vois. C'est un peu l'opposition techno versus médias un peu mainstream tradis qui font du volume encore de dingue, hein, on va pas se mentir non plus, ça fait du volume. Donc, qu'est-ce qu'on vient chercher dans cette personnalisation versus le volume, entre guillemets? C'est évident qu'il y a des ajustements, des optimisations du mix média aujourd'hui qui sont assez fondamentales. Nous, on le fait notamment, on a une équipe qui travaille, on envoie des millions de SMS, et notamment en vue de réduire la diffusion des prospectus papier. Donc ça, c'est un grand sujet. Il y a le WePub, etc. Bon, quand on a fait une étude l'année dernière, en fait, les feedbacks des consommateurs, c'est qu'ils voulaient encore des prospectus. Donc, il y a une pondération entre ce que les gens veulent et ce qu'on veut bien faire pour l'environnement. Il y a ce qui techniquement fonctionne. Donc nous, on a mesuré, on a mis en place des campagnes de SMS qui nous prouvent, qui nous montrent que c'est pas moins efficace, c'est largement tout aussi efficace. Donc tant qu'à faire, autant assurer ce levier. Et pour revenir sur le sujet de l'affichage plus traditionnel. Alors moi, franchement, je trouve ça hallucinant. Moi, je trouve ça complètement anachronique de me dire que là, je viens de passer 30 minutes dans le métro, que j'ai vu, je pense, 90% de publicité d'affichage qui ne me concernait pas directement, pas forcément, que l'espace public est saturé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans une rame de métro, c'est de bout en bout qu'il y a de la publicité. C'est-à-dire qu'il y a pas 2 mètres carrés qui sont libres. J'ai aussi un combat dans la vie. C'est que moi, quand je sors de chez moi,
J'habite à côté de la Porte Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Je sors, je tourne la tête à droite et avant, je voyais un monument historique, donc la Porte Saint-Martin. L'année dernière, on a installé en fait un affichage dynamique. Donc maintenant, quand je tourne la tête, je vois de la publicité. Sauf qu'en fait, moi, je vois de la publicité. Alors déjà, qui encombre le passage, parce qu'il faut la contourner. Quand je dis que, enfin, c'est en plein milieu du trottoir, c'est vraiment en plein milieu du trottoir. Hein. Donc, il faut la contourner. Et en plus, ça m'adresse des messages qui sont pas du tout personnalisés. Mais je veux dire, mais pourquoi? Comment ça se fait qu'on tapisse encore nos rues d'affichages qui sont... Pourquoi, en fait, il y a, par exemple, des publicités pour des véhicules, des voitures dans Paris? Il y a 55% de Parisiens qui n'ont pas de véhicules. Donc, en termes de personnalisation et d'efficacité, d'optimisation du coût quand même, parce que tout ça, c'est quand même... ça a un coût énorme. Je pense quand même qu'on peut largement l'optimiser. Donc, évidemment, c'est pas... et je voyais d'ailleurs dans le métro, il y avait une publicité pour une association et tout ce qui peut être, par exemple, sur la santé publique, des choses comme ça. Évidemment, il y a plein de communications qui ont toute leur place dans l'espace public, mais... je pense quand même qu'on aurait tout intérêt à la réduire au bénéfice d'une communication principalement plus digitale, plus personnalisée, à condition, comme on l'a dit précédemment, qu'elle soit respectueuse, tout simplement. Donc toi, tu as une vision qui est assez singulière, en tout cas qui est, je pense, tranchée pour ceux qui nous écoutent sur ce mix média-là. Intéressant d'avoir ton retour sur la performance versus l'affichage un peu tradi. Je pense que c'est chouette qu'on puisse parler de ça et d'avoir aussi la vision d'une agence qui accompagne ses clients qui peut-être historiquement ont fait ce genre de campagne un peu tradie et qui aujourd'hui vont être amenés potentiellement à se dire bon bah je retravaille un peu mon mix. Ça veut pas dire que je vais dropper la télé, la radio et le print. Ça veut dire que je vais potentiellement optimiser. C'est un peu ça l'idée. Personnaliser. Pour terminer cet épisode, Sébastien, est-ce que tu peux me dire un petit peu où l'agence sera, on va dire, dans 2-3 ans? Et si on se projette un peu plus long terme, et là, c'est un peu plus difficile, mais en même temps, c'est ça qui est drôle, dans 10 ans. Je pense qu'on a amorcé finalement une hybridation qui est le reflet de ce qui se passe dans la société, dans le monde de la communication, du marketing. Donc, il y a une hybridation de toutes les problématiques qui jalonnent le funnel marketing, donc vraiment de la préférence de marque, du branding, l'activation, jusqu'à la conversion et la fidélisation. Donc ça, on l'a internalisé. C'est aussi justement ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des experts qui peuvent pondérer, analyser, optimiser le mix média et aller vers de nouvelles stratégies, et des stratégies plus économes, efficaces, respectueuses. Et demain, je pense qu'on va continuer à casser les silos. C'est-à-dire que le silo B2C, B2B, est-ce qu'il est encore justifié aujourd'hui ou demain? Je suis pas sûr, en fait. Je pense qu'il faut avoir une approche vraiment holistique des problématiques qui nous sont soumises. Donc moi, dans 10 ans où je me vois, honnêtement, j'en sais rien, mais ce qui est important, c'est que nous, l'hybridation, en fait, elle porte surtout une ouverture d'esprit et une capacité, une agilité, une adaptation aux écosystèmes qui nous entourent avec, comme ça, on est quand même porté vers l'avant, une approche assez prospective. Maintenant, si demain, il y a une nouvelle réglementation qui fait que les marques vont nous interdire d'utiliser des outils, la data, des outils tels que l'IA, on s'adaptera comme on le fait aujourd'hui. Moi, honnêtement, j'étais vraiment réticent au tout début, il y a 2 ans. Alors déjà, il y a 2 ans, on nous expliquait que le métavers, c'était un nouveau monde indispensable. Bon, entre-temps, on sait ce qu'il en est advenu. Dans 10 ans, donc je ne sais pas où on en sera. Et comme j'avais des réticences au début à utiliser l'IA et qu'aujourd'hui, je vois à quel point je gagne en efficacité, je gagne du temps. Néanmoins, je suis pas devenu une sorte d'avatar ou de robot. Là, tout n'est pas mécanique et qu'on reste dans une approche sensible et que l'intelligence humaine, elle a toute sa part là-dedans. On va accompagner ces changements, mais positivement. Moi, je suis assez confiant. Là, je vais pas mettre sous le tapis les problématiques de ressources. Il y a énormément de prestataires qui sont inquiets. C'est sûr que faire appel à des rédacteurs, des concepteurs, des photographes aujourd'hui, c'est un métier qui est clairement en crise, mais parce qu'on est à un moment vraiment de bascule. Donc, on est dans une adaptation et il va y avoir des réglementations, des évolutions. Donc, je pense qu'il y a une forme d'inertie qui est actuelle et dans quelques temps, on y verra plus clair. Je suis assez positif sur ça.
On reste positif, on se projette, on a envie de voir un peu ce que ça donne. Merci Sébastien d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et d'avoir aussi donné ton avis. C'est ça aussi que j'aime beaucoup dans ce format, c'est qu'on arrive toujours à se projeter, comprendre un peu ce qu'il y a dans les esprits, avoir une vision. Donc merci Sébastien d'avoir pris le temps. Merci à toi. Je suis ravi de t'avoir eu. Je rappelle que tu es directeur associé et directeur en charge de la création au sein de l'agence Décup. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si ça vous a plu. Toutes les actus et les campagnes de l'agence sont à retrouver sur l'espace dédié sur J'ai un pote dans la com. Merci encore à toi Sébastien. Merci à tous et moi je vous dis à très bientôt.